Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment Frein utiles. de roulement. Système de freinage. Les freins BMW sont presque parfaits, l'efficacité du ralentissement d'une voiture lourde est excellente. Le diamètre des disques avant est de 332 mm, même dans la version la plus jeune, et avec un moteur à essence de 3 litres, il est fort probable que les disques soient de 348 mm dès la sortie d'usine. Les X5 équipes de moteur 4,8 sont déjà dotés de disques d'un diamètre de 365 mm, mais des disques de 348 mm sont également proposés en option. Le X5M suralimente est équipé de disques de 395 mm, et les versions dotées de moteurs un peu moins puissants ont des disques de 385 mm. Cependant, la question n'est pas dans la taille, surtout si l'on considérait que toutes les modifications, à l'exception de la X5M, se contentent d'étrier à un piston, et que dans le « top », il n'y a que des Brembo à 4 pistons. C'est simplement que le système est vraiment bien réglé. L'effort et le coup de pédale, la dépendance de l'accélération à la pression, tout est extrêmement linéaire et clair. De plus, les freins BMW ne brûlent pas, même en cas d'effort intense. Les disques arrière ont un diamètre plus petit, mais également impressionnant, 320 à 345 mm dans les versions habituelles. L'étrier est fiable, sans le nouveau schéma avec frein à main intégré. En revanche, le frein de stationnement lui-même n'est pas très performant. Le frein à main est sépare, avec des plaquettes de tambour à l'intérieur d'un disque, et la partie mécanique souffre principalement de la corrosion des éléments internes. Mais le principal problème se situe à un autre niveau. Dans la première partie de cet article, nous avons déjà mentionné dans la section « Électricité » une nuance désagréable concernant l'unité de frein de stationnement. Le motoreducteur et l'unité de commande sont constitués d'un seul module et sont situés sous la carrosserie. Hélas, l'étanchéité du module est moyenne, il ne résistait généralement pas à des rincages fréquents à l'eau. Et après l'ouverture pour le remplacement des câbles de frein à main, l'étanchéité souffre tellement que le bloc meurt de l'oxydation de la carte de commande, même en l'absence de tout terrain. Il est bon que les câbles soient suffisamment solides et que, même lorsque le mode automatique du frein à main est actif, ils parviennent à parcourir jusqu'à 200 000 km. L'ABS fonctionne assez bien, il y a des cas de défaillance des capteurs, mais l'unité elle-même tombe rarement en panne. Le principal type de défaillance est le pourrissement des contacts du câblage des capteurs. Le système compose d'un ensemble de blocs ABS, DSC, de commutateurs de direction SLZ et d'un régulateur de vitesse ACC, peu désactivé. La transmission intégrale, le régulateur de vitesse et, en fait, l'ABS lui-même en cas de défaillance des capteurs, de l'escargot. Il s'agit également d'un ressort d'horlogerie, des commutateurs de direction ou simplement en cas de chute de tension, en affichant une guirlande sur le tableau de bord. Cela entraîne généralement des visites d'urgence au service après-vente et des factures de réparation considérables. Les suspensions de la E70 sont complexes et coûteuses, la double triangulation à l'avant comporte 3 roulements à billes, tous non modifiables, dans des leviers. Dans la suspension arrière, 2 roulements à billes sont presses dans les leviers et un autre sous la forme d'un cil en bloc, flottant. Il peut être remplacé séparément. Le prix des pièces détachées d'origine laisse penser qu'elles sont fabriquées en métaux précieux. Sinon, il est impossible d'expliquer pourquoi un jeu de levier et de silent block de la suspension arrière coûte 100 000 roubles. Et celui de la suspension avant 120. Les pièces de rechange non originales sont moins chères, mais même le Lanford des ventes ne résistait pas à 100 à 120 000 km comme l'original. Et dans les régions où les routes sont plus mauvaises, par exemple, dans le nord, les 40 000 sont considérés comme une bonne ressource. Et il ne s'agit que de leviers et de silent block de base. Souvent, lors de la réparation, on modifie en même temps des details qui n'ont pas été inclus dans cette liste, et les jambes de force. Des stabilisateurs, les moyeux et autres, broutilles, ne sont pas pris en compte. En général, le propriétaire d'une 70 peut tout à fait envisager de payer 300 000 € pour la réparation de sa suspension. De plus, ni les moyeux,
ni les ressorts ne sont un échantillon de ressources et doivent déjà être remplacés après 200 000 km. Et il peut y avoir des pneumatiques à l'arrière, pour lesquels les prix des nouveaux composants sont tout simplement irréels. Les stabilisateurs actifs de la stabilité transversale constituent une autre solution intéressante et coûteuse. Le stabilisateur des voitures à suspension active est beaucoup plus rigide et un moteur hydraulique est installé dans la section de torsion. Le système est actionné par une pompe combinée à une pompe de direction qui, dans un tel système, est à double circuit et assez coûteuse. Cependant, tout dans ce système est coûteux. Le stabilisateur actif de l'essieu avant coûte plus de 400 000 roubles, la pompe 267 000, c'est bien, mais il est possible d'en trouver une restaurée pour 53 000 roubles. Le pire est que le stabilisateur fuit. Ils ne sont pas restaurés, car ils sont très bien soudés en usine. Le moteur hydraulique est fixe sur l'arbre par soudure par friction, il est impossible de l'enlever sans le casser, et il est extrêmement difficile de reproduire une telle chose dans des conditions artisanales. Certains passionnés restaurent le stabilisateur en coupant l'arbre, mais les chances de fonctionnement normal sont faibles, et il est difficile de trouver des pièces de rechange, tout est très hors norme. Curieusement, la principale panne de ce système n'est pas liée à l'hydraulique elle-même, le moteur hydraulique est assez fiable. L'arbre situé sous le double presse-étoupe se corrode simplement et commence à laisser échapper de l'huile vers l'extérieur. Selon le concept unique du fabricant, il n'est pas possible de changer le joint d'huile. Nous ne pouvons que conseiller de nettoyer l'arbre du code de la garniture extérieure de la saleté et de tout rincer à cet endroit aussi souvent que possible. Le cliquetis du stabilisateur n'est généralement pas fatal. Le remplacement des roulements est souvent utile, les anciens roulements devront être découpés. Sur les voitures avant restylage, le cliquetis est généralement lié à la conception du stabilisateur de pression. En théorie, il s'agit d'une pièce distincte dont le prix est d'environ 10 à 15 000 roubles, mais il est préférable de remplacer le stabilisateur par une pièce d'occasion provenant de la voiture après le restylage, ce sera un peu plus cher, mais les problèmes seront moindres à l'avenir. Bien et encore des tubes d'écoulement, en particulier vers le stabilisateur arrière. En général, ils sont simplement changés sur les véhicules d'occasion, bien qu'il soit possible de les réajuster et que même des substituts peu coûteux fonctionnent de manière fiable. Les amortisseurs des voitures équipées de stabilisateurs actifs et d'un système de contrôle de la direction, Active Drive, sont également contrôlables et donc coûteux. La valve est assez délicate, et il y a aussi le câblage. Cependant, même dans les voitures simples, les amortisseurs ne sont pas bon marche. La charge élevée exercée sur les supports des jambes de force et des roulements nécessitait leur contrôle régulier et leur remplacement si nécessaire. Parmi les avantages indéniables d'une suspension, on peut seulement citer le fait que la voiture, même si elle est assez lourde, se dirige comme une voiture de tourisme, ce qui est très impressionnant. La suspension dans son ensemble tient le coup, elle tolérait normalement les surcharges ponctuelles, il est peu probable que les roulements à billes meurent et grincent en silence après un seul voyage au sol. La charge exercée sur les roulements à billes de la suspension avant se fait principalement en compression, de sorte qu'il n'y a pas de risque d'arrachement immédiat. Comme vous le comprenez, avec l'offre massive de voitures dont le prix varie entre 800 000 et 1 million sur le marché, personne n'a investi dans la suspension de montant supérieur à la valeur de la voiture. Comment s'en sort-il? Ils changent les caches-poussières des rotules, les remplissent de graisse neuve. Ils remplacent les silent blocks des leviers, si la rotule est encore en vie, bien sûr, par des éléments non originaux. Si les rotules sont déjà usées et qu'elles ne sont pas seulement desserrées, mais qu'elles ont un jeu, la restauration est en cours, car les leviers sont grands et solides. Dans un levier droit à l'avant, un graisseur est installé, et souvent la garniture est changée. Les leviers de travers sont équipés d'une bille de remplacement, car leur forme le permet. Dans la suspension arrière, les deux leviers à rotule sont modifiés en utilisant une technologie similaire. Souvent, des composants de la carrosserie F15 sont introduits, certains leviers ont des silent blocks légèrement plus grands, et avec des modifications mineures, ils s'adaptent à la suspension E70. Les leviers sont en acier et les roulements à billes sont compatibles avec ceux des véhicules de série. Dans les régions, on trouve également des kolkhozes, avec l'introduction d'adaptateurs sous la partie conique des roulements à billes et l'installation de roulements à billes de remplacement parmi les modèles bon marche. Les éléments de la suspension active sont remplacés par des éléments passifs, ce qui permet d'éliminer les blocs inutiles. Et, bien sûr,
l'installation de composants d'occasion prospère. Il est intéressant de noter que, sous le couvert de livraison fraîche en provenance du Japon, des escrocs parviennent à vendre des leviers us et restaurent dans l'état où ils se trouvaient à l'usine. Les stabilisateurs actifs et les pompes hydrauliques sont également des produits très demandés. Même les propriétaires très riches n'achètent pas de pièces neuves. En fait, s'il n'y avait pas de démontage de voitures d'occasion, le 70 pourrait difficilement exister pleinement 10 ans après la fin de la production. En tout cas, dans nos réalités. Les versions E70 avec suspension pneumatique à l'avant n'ont pas été produites, se limitant à une suspension pneumatique pour l'essieu arrière. Il s'agit d'une solution typique du marché américain, qui permet de conserver les caractéristiques optimales de la suspension en cas de charge utile élevée. Ce n'était pas la solution la plus réussie, un gros cylindre, l'absence totale de protection contre la boue, et ce, dans les zones les plus polluées. Les cylindres pneumatiques d'origine coûtent à partir de 40 000 €, les rares offrent moins cher que 20 habituellement, un leurre. Mais il existe une nuance qui peut changer radicalement l'attitude face à ce problème. Sur le marché, on trouve de nombreuses offres de bouteilles non originales pour 4 à 5 000 €. Si l'on tient compte du fait que le cylindre est remplacé en 15 minutes lors de tout entretien avec un palan, on peut prendre un risque. La durée de vie des cylindres chinois est de 3 ans, celle des cylindres d'origine de 5 ans. Il n'y a pas de raison particulière d'acheter des cylindres d'occasion. Et, bien sûr, le service facture généralement aux propriétaires non prépare des centaines de milliers de roubles pour le remplacement. Et l'adaptation de la suspension à la hauteur et au niveau de base. Il faut donc y être prêt moralement. Contrôle de la direction. Tous les problèmes classiques des voitures BMW de la série E70 sont présents, choc, corrosion d'un arbre. En raison de l'emplacement d'une crémaillère dans un sous-châssis, dans la partie la plus sale et la plus humide de la voiture. Il faut surveiller les caches-poussières et être prêt à remplacer la butée de la crémaillère, les caches-poussières et les bagues latérales. Rien de particulièrement effrayant, mais un peu plus de tracas que d'habitude. Et ce n'est pas surprenant, étant donné les roues de 20 pouces dans les configurations de base et le poids de la voiture. La E70 est souvent équipée d'une crémaillère active vraiment active, pas seulement avec servotronique, lorsque seule la force est régulée par un solénoïde supplémentaire. La crémaillère elle-même est conventionnelle, mais l'arbre tourne simultanément par un moteur électrique et par le volant lui-même. Via un répartiteur planétaire. There is a position sensor on the shaft of the rack, which allows the electronics to turn the steering wheel when needed. In fact, there is no direct connection between the steering wheel and the rack. The planetary DVD allows to emulate the required gear ratio on the move, sharpen the steering wheel at parking and low speed. And loosen it on the highway. However, at the cost of loss of all nuance of reactive action in the gearbox. Control become opaque, and one can forget about pleasure from driving. But the main goal to make the car safer is achieved in this way. And the car with active steering is faster on the racetrack, contrary to feeling and emotion. However, the system turned out to be stillborn, electric power steering soon completely overlapped to advantage of such a complex scheme, except for variable sensitivity. By the way, on X5M10 option, official désignation S217AD, was not put in principle. They have made do with a slightly more sharp eye. And it is a very successful variant in all sense, ATS resource is the same as usual one, there is nothing to break, and it is really pleasant to drive such a car. Par conséquent, la majorité des propriétaires de E70 ne peuvent résoudre que des problèmes assez fréquents de cliquetis de la crémaillère, qui ne vivent généralement pas plus de 150 000 km. Si vous roulez longtemps avec un cliquetis, il ne sera pas possible de se contenter de resserrer et de remplacer les bagues. Dans les versions avec servotronique, il arrive que l'électronique soit capricieuse ou que la soupape morde, mais la réparation est relativement peu coûteuse. Mais dans les voitures à direction active, avec le temps, le jeu de la boîte de vitesse augmente et la direction active, déjà peu idéale, devient franchement désagréable sur la route. Il arrive que le capteur de position de l'arbre se casse, mais c'est très rare. La réparation de la boîte de vitesse avec remplacement des bagues d'essieu, remplacement ou réparation du moteur électrique de la crémaillère et simple remontage est coûteuse. Même pour une crémaillère d'occasion, les prix commencent à partir d'une centaine de milliers d'euros pour une version relativement récente. De nombreux propriétaires conduisent sans investir dans les réparations et sont satisfaits des sensations du coton, mais de la réponse
Très vive de la direction en conditions urbaines. Transmission. Problème courant sur les versions puissantes de la E70, les transmissions arrière ne sont pas très fiables, et sur les X5M et M50D, elles sont consommables. L'arbre de transmission des voitures V8 doit également être contrôlé régulièrement. La durée de vie d'un accouplement en caoutchouc d'un palier de suspension au prix de 5 à 10 000 roubles et d'un accouplement élastique arrière au prix de 6 à 12 000 roubles est franchement faible. Chez les amateurs de Posaziga, ils survivent tout au plus quelques années, même d'origine. Et pour tuer un nouveau detail, un seul, Burnou, suffit. Les transmissions avant sont un peu plus fiables, elles sont épargnées par la limitation du couple dans la boîte de transfert, mais les joints sphériques externes s'usent au bout d'une centaine de kilomètres, et au bout de 200 kilomètres, ils ont du jeu, même chez les conducteurs les plus prudents. Les boîtes de vitesse arrière et les sous-châssis sont menaces par les passionnes. Un manque de Nivea ou d'huile, des chocs lors du patinage, des fixations desserrées ou non originales, et voilà que le carter et les couples principaux tombent en panne. Les puissants V8 suralimentent sont particulièrement problématiques, mais les simples V8 atmosphériques ne sont pas loin derrière. Même les 6 cylindres en ligne suralimentent et les variantes diesel sont menaces. Il est vrai qu'il existe des boîtes de vitesse plus durables pour les X5M et M50D, mais les rapports de démultiplication ne permettent pas toujours de les mettre en place sans de sérieuses modifications. Boîtes automatiques. Les boîtes automatiques de la E70 n'ont été installées que par ZF. Pourquoi BMW a-t-il refusé les boîtes automatiques fabriquées par GM, qui sont installées sur d'autres modèles? Il semblerait qu'il soit logique d'utiliser des boîtes américaines pour la E70, en effet le crossover était également produit dans l'usine aux USA, en Caroline du Sud. En fait, la GM automatique des Bavarois était produite en France, et l'entreprise avait de sérieux problèmes de maîtrise des transmissions automatiques à 6 vitesses, pour lesquelles les boîtes 6L45 étaient fournies en quantité insuffisante. Et aux États-Unis, elles étaient en grande pénurie, car elles étaient utilisées dans de nombreux modèles du groupe GM. Les boîtes de vitesse allemandes ZF sont produites régulièrement aux États-Unis depuis 1980, date à laquelle l'entreprise a construit une usine à Gainesville, en Géorgie. En 2008, l'entreprise a commencé à y assembler des transmissions automatiques à 6 vitesses et, en 2013, elle a construit une autre usine pour assembler des transmissions à 8 vitesses. La logistique pour la livraison de groupes motopropulseurs en provenance d'Europe était bien établie. Avant le restylage, les voitures à essence de 3 litres étaient équipées d'une boîte de vitesse ZF CHP19, et les autres versions. Même la X5M, d'une ZF CHP26. D'ailleurs, la MK a été équipée de cette boîte jusqu'à la fin de sa production en 2013. En 2009, les voitures diesel 30DX ont été équipées de la boîte de vitesse UHP70, et un an plus tard, toutes les voitures à essence équipées d'un V8 suralimente l'ont reçu. Le 6 cylindres à essence 35.9 était équipé de la UHP45 Junior, plus tard il a été équipé du 6 cylindres 49. Le système de refroidissement de toutes les versions de la transmission automatique, à l'exception de la M50D, avec un faible échangeur de chaleur au huile sous le radiateur principal, ainsi qu'avec son propre thermostat pour l'antigel n'autorise le liquide dans l'échangeur de chaleur qu'après avoir atteint une température de 93 degrés. La M50D ajoute un échangeur de chaleur sérieux sur le moteur. Les transmissions CHP ont été installées dans de nombreux modèles depuis le début de 2003, y compris le prédécesseur de la E70 dans la carrosserie de la E53. Nous avons parlé de ces transmissions en détail dans les documents relatifs à la Jaguar XF BMW X3. La structure de la boîte n'a pas changé. Les versions postérieures à 2006, qui ont été montées sur les E70, sont devenues plus stables. Elles supportent toujours aussi bien le drift et la conduite active, mais sont connues pour l'usure constante des patins de verrouillage, du convertisseur de couple et le vieillissement rapide d'éléments tels que les joints et les accumulateurs hydrauliques en caoutchouc. Le carter de filtre en plastique jetable créait de nombreux risques potentiels pour le sol. En outre, sur les voitures atmosphériques de 3 litres, il existait une version CHP19 dont la partie mécanique est plutôt faible. Elle est plus molle que la CHP26 et ses garnitures GDT s'usent plus rapidement. Cette transmission présente souvent des problèmes purement mécaniques avec le vieillissement du tambour direct et du Planutaroca. Les boîtes de ces séries sont assez débrouillardes, mais nécessitent un entretien majeur régulier avec contrôle des patins de verrouillage. GDT, état des solénoïdés, bien sûr, de l'huile.
Contrairement aux anciennes boîtes à 4 vitesses et même à 5 vitesses, elles nécessitent des réfections régulières pour prolonger la durée de vie de la mécanique. Mais en même temps, elles offrent un bon confort de conduite et une consommation minimale, même pour des moteurs à essence assez puissants. Cependant, ZF produisait lui-même des boîtes de vitesse à 8 rapports, qui promettaient d'être plus économiques et plus dynamiques. La E70 était équipée d'unités de la première génération, la deuxième génération ne l'a pas été. Aujourd'hui, les boîtes 8NR de la troisième série sont produites. Ils diffèrent considérablement dans la conception de la mécatronique et présentent de nombreuses différences au niveau de la mécanique. Seul le schéma d'implantation et la cinématique restent identiques. Mais revenons aux unités 8 HP de la première génération. Afin de conserver les mêmes dimensions et de ne pas augmenter le poids de la boîte, les accouplements cannelés, les moyeux et les boîtiers ont été fabriqués en aluminium, et le schéma cinématique est assez compliqué. Dans le stock, on trouve toujours le même carter en plastique avec filtre, comme dans la série 6 HP, et sur les voitures antérieures. À 2010, même les boulons étaient en aluminium. Il les recommande de les remplacer par des boulons en acier, car les boulons en aluminium étaient coincés dans l'aluminium du carter. Le carter, d'ailleurs, est de Jeep, également en aluminium, avec un filtre sépare. Et, bien sûr, il y a un système mécatronique, lorsque la carte de contrôle, tous les capteurs de la boîte et les solénoïdes sont assemblés dans une seule unite, qui est située dans le carter de la boîte de vitesse automatique. Le GDT a été complètement modifié. À l'intérieur, il est doté d'un volant d'inertie bimasse typique et d'une friction de verrouillage très puissante. La partie hydraulique est devenue plus compacte. Et pas de glissement constant comme sur la série 6 HP, le volant d'inertie bimasse est conçu pour éliminer complètement les vibrations de torsion. En théorie, cela réduit considérablement la contamination de l'huile par les produits d'usure. À première vue, la conception est raffinée et améliorée. Et pour une raison ou une autre, on pense que les boîtes à 8 vitesses sont des unités très fiables. En effet, sur les BMW légères équipées de moteurs suralimentés, la boîte 8 HP 45 fonctionne très bien. Mais s'il s'agit d'un X5 équipe d'une carrosserie E70, il ne faut pas s'attendre à ce que la boîte dure plus de 100 000 ans entre deux réparations sérieuses. En principe, ces ACP contiennent plus de couples, mais l'écart entre le couple maximum du moteur et les limites de l'ACP pour la série 8 HP est généralement plus élevé. Pour de nombreuses TT brûlées, ce fait laisse espérer un bon réglage. Mais il y a une nuance, en fonctionnement réel, les vibrations de torsion ont une grande influence, qui dépasse le couple transmis d'un multiple. Avec la série 6 HP, le glissement du verrouillage GDT les réduisait considérablement, et à des charges très élevées, et le glissement ne faisait qu'augmenter. Et il gérait très bien ce type de charge. Avec la série 8 HP, l'amortisseur bimasse est conçu pour une certaine quantité de couple, et au fur et à mesure que les ressorts s'affaiblissent et que les jeux augmentent, il commence à moins bien faire son travail. Contrairement au volant d'inertie bimasse, sec, il ne cogne pratiquement pas. Et lorsque la charge nominale est dépassée, il cesse de fonctionner, n'absorbant plus les chocs dans la transmission. Cette situation est préjudiciable à la fois au moteur et à la boîte de vitesse. L'utilisation généralisée de l'aluminium pour la fabrication de pièces de boîtes de vitesse automatiques augmente sensiblement les risques d'endommagement des pièces cannelées des embrayages et des tambours aux endroits de contact avec les disques en acier. Les frictions des embrayages et des freins de la boîte. Dans les engrenages planétaires, les rondelles des satellites ne sont plus en bronze, mais en plastique. C'est sur la ressource que l'effet est le plus spectaculaire, car l'usure du plastique dépend fortement de la température, et le matériau lui-même est plus faible. Ajoutons ici la pompe à palettes, qui n'aime pas les régimes élèves et qui est entraînée par une chaîne séparée. En conséquence, elle présente les mêmes problèmes que la transmission automatique de GM, en cas de contamination de l'huile et de régimes élèves, la pompe s'use intensément, et elle peut aussi plaire en accrochant les palettes. Si l'on creuse un peu, on constate que les embrayages à aider sont généralement très usés, de manière caractéristique, avec un style de conduite silencieux. Pour compenser le dur labeur du verrouillage GDT, les frictions de l'embrayage et du frein travaillent plus doucement, en essayant d'apporter le confort nécessaire. Ils s'usent en raison de l'augmentation du temps de glissement. Une autre nuance est le volume interne réduit du boîtier. Il n'y a que 5 litres d'huile, voire un peu moins. Cela signifie que le taux de contamination de l'huile augmente. Mais la vidange est un peu moins coûteuse.
et le système de refroidissement ne parvient pas toujours à faire face aux charges. Si le mode thermique est suffisamment performant dans les modes de déplacement normaux, il y a encore des risques de surchauffe, en particulier pour les propriétaires qui aiment foncer à toute vitesse pour 150 sur un circuit ou pour organiser des courses dans les rues de la ville. Il reste à ajouter que, les boîtiers étant plus récents, les pièces de rechange sont plus chères. Bien entendu, la liste des avantages des boîtes est également solide. En particulier, elles ont de très grandes limites de couple réellement transmis, par exemple, dans le cas de la M50 des diesels. En outre, leur fonctionnement est très souple, pour autant que tout soit en bon état de marche, et leur capacité à offrir une consommation étonnamment faible, même dans les puissantes versions à essence, si vous n'êtes pas presse. Traction intégrale. La transmission intégrale est présente dans la plupart des voitures. Elle est ici associée à une connexion automatique et à une boîte de transfert ATC 7sense. La liste des problèmes de base est la même que pour les boîtes de transfert ATC 500 de la génération 5.3. La partie extérieure de la servocommande a une boîte de vitesse faible avec des engrenages en plastique, l'intérieur est une partie mécanique assez solide. Mais il y a des problèmes avec la durée de vie des roulements à aiguille des fourches d'écartement, et leur défaillance ne laisse presque aucune chance de réparer la boîte de transfert. Et, bien sûr, la chaîne est également tendue. La boîte de transfert souffre et est câblée, mais ce n'est qu'une bagatelle. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que les cannelures d'un cardan avant sont toutes de la même matrice, ainsi que sur le E53. L'énigme est résolue de la même manière que sur le E53 en allongeant les cannelures, en remplaçant les arbres de transmission et en soudant de nouvelles cannelures. Moteur. Problème courant. Le caractère chaud des moteurs poursuit BMW depuis de nombreuses années et, après le restylage, les moteurs suralimentent, ne se sont pas calmes. Cela dit, les moteurs à 6 cylindres en ligne sont équipés de pompes électriques et de thermostats électriques à glissière contrôle par l'écu. Toutes les voitures peuvent être équipées de Louvre électrique de la fausse calandre, et les voitures de la version pour les pays chauds ont des radiateurs dans toute la partie avant. Sur le modèle 70, il existe un problème caractéristique d'infiltration d'eau à l'arrière de la culasse, qui est généralement résolu en scellant la cloison du compartiment moteur et en remplaçant sa partie centrale par une nouvelle version. Et pour une raison ou une autre, la qualité des connecteurs fait l'objet de nombreuses plaintes. Moteur à essence. Avant le restylage, la voiture était équipée de deux moteurs atmosphériques, N52B30, 272 chevaux, ou N62B48, 360 chevaux. Ces deux moteurs sont bien connus de la E53 et de la E62B48 607. Cette génération de moteurs atmosphériques BMW est plus complexe et plus chaude. Ils sont tous deux dotés de l'admission sans papillon valvetronique, du collecteur d'admission variable d'ISA, de bobines d'allumage individuel vulnérable, de convertisseurs catalytiques très délicats et d'électroaimants de conception complexe. L'injection est restée conventionnelle, distribuée. Mais il s'agit de la série de moteurs la plus réussie parmi leurs pairs. Le 3 litres N52 a le piston le plus réussi, et il n'est objectivement pas mauvais, et la variante 4,8 litres N62 est la plus froide et la plus puissante de la série, d'autant plus qu'il s'agit d'une version tardive. La liste des défauts est néanmoins assez longue. Il s'agit des régimes et de la traction flottant due à l'usure des embrayages du régulateur de phase Vano, de la faiblesse du VKG, des joints actuels, de la défaillance du DMRV et des bobines, de la durée de vie relativement faible des chemises, de la tendance générale à la surchauffe et du prix élevé de l'élimination des conséquences de cette surchauffe. Le 8 présente des problèmes légèrement différents, mais similaires. Ici aussi, le système de commande est assez capricieux, les tours flottants, les coups d'embrayage, et il n'y a pas de réserve pour la durée de vie des chemises. Mais ici, il ne s'agit pas de chemises en fonte, mais d'alusil, ce qui signifie que les rayures sont tout à fait possibles. Dans nos conditions, cela arrive souvent et se termine généralement par le remplacement des chemises ou du bloc, et les deux options sont franchement coûteuses. À d'autres égards, le moteur est encore plus fiable que le SI, en ligne N52, température de fonctionnement légèrement inférieure. Et système de refroidissement classique, qu'il est beaucoup plus facile de rendre encore plus froid. Après le restylage, les moteurs sont devenus nettement plus complexes. La série N55B30 a reçu la turbocompression et l'injection directe. Ce qui est bien, c'est que la voiture a de passe la série N54 avec deux turbines et des injecteurs piézoélectriques. Mais c'est déjà plus gênant,
et les risques de se tordre le genou augmentent. Ce sont des moteurs encore plus capricieux que leurs versions atmosphériques, mais leurs performances sont bien meilleures. Les voitures à moteur turbo chevauchent sensiblement en dynamique les exemplaires à V8 atmosphériques, et restent derrière eux en termes de complexité et de prix d'entretien. La version 40i se distingue de la version 35i par une puissance légèrement supérieure, mais pour le reste, tout est identique. De nouveaux problèmes n'ont pas été ajoutés, d'anciens n'ont pas été éliminés. Dans l'examen de la 7e série de la carrosserie F01, j'ai déjà écrit à leur sujet en détail. Vous pouvez également y trouver des informations sur le N63. Les moteurs N63B44 et S63B44 du X5M sont également suralimentés, mais déjà en V8. Ils sont équipés d'injecteurs piézoélectriques, au départ, et fabriquent selon le schéma OTV, avec des turbines et des convertisseurs catalytiques dans l'effondrement du bloc et, en même temps, avec un bloc à l'Usilof. Cela semble cher, et en fonctionnement, c'est une comète éphémère. Rapide, brillant et facile à réviser. Même les versions de série ont des chemises explosées, et ce, sans aucune égratignure. Les turbines chaudes tuent les joints, les tuyaux et même les bouchons d'huile en un an ou deux, les joints d'huile aussi. Les chaînes de distribution et les étriers fragiles ne peuvent résister ni au caractère chaud, ni au tempérament des moteurs. Les injecteurs sont un casse-tête permanent. Après des modernisations répétées, ils continuent de fuir et de tomber en panne. Les ressources en turbine sont limitées, elles ne sont pas bon marche, mais les réparations sont effectuées au fil de l'eau. Bien entendu, le VKG et tous les joints contribuent à faire jaillir de l'huile sur la route. Et les boîtes de vitesse meurent de couple et de surchauffe. En somme, il s'agit d'une option pour les cœurs forts. La révision coûte à partir de 550 000 €, et rien ne garantit qu'elle sera parfaite. Moteur diesel. Les moteurs diesel de la E70 sont un baume pour les propriétaires économes. Ne vous étonnez pas que les voitures qui en sont équipées soient sensiblement plus chères que celles équipées d'un moteur à essence. Il s'agit d'abord, bien sûr, d'un avantage fiscal. Les petits moteurs diesel sont plus faibles que 250 chevaux. Mais si vous avez lu attentivement la section sur les briquets, vous vous rendrez compte qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de fiscalité. La troisième génération de moteurs diesel de la série M57 s'est avérée très fiable. En principe, ce sont les moteurs les plus fiables de la E70 en général, mais, malheureusement, ils ne sont pas idéaux. Sur cette génération de moteurs, le bloc change, il est devenu en aluminium avec des chemises en fonte. Les fissures dans les chemises et le bloc sont une véritable catastrophe pour les propriétaires. De plus, les injecteurs sont alimentés en huile par une soupape électrique, qui tombe parfois en panne, et le moteur reste sans pression d'huile, avec les conséquences que l'on peut imaginer. En ce qui concerne les fissures dans les chemises, tout n'est pas simple non plus. Si la chemise en fonte est fissurée, le bloc peut être reconstruit. Si le bloc d'aluminium lui-même est fissure, la réparation n'a pas beaucoup de sens, il est nécessaire de le changer, mais il est possible de reconstruire le moteur dans un bloc en fonte de l'ancienne génération. Il s'agit d'un travail difficile, tous les trous de fixation ne conviennent pas, il faut obturer certains canaux, etc. En général, tous les services ne le feront pas. Il ne faut donc pas s'étonner que la demande de bloc cylindre M57 de cette génération soit élevée. Les volets de turbulence ne disparaîtront pas non plus. Il faut soit remplacer régulièrement le bloc de clapet, soit les retirer, car s'il heurte le piston, les conséquences sont fatales. Le collecteur d'échappement est en acier à parois minces. Il est susceptible de se consumer de l'intérieur et les ondulations qui en résultent endommagent la turbine. La poulie d'amortissement du vilebrequin, avec son amortisseur bimasse intégré, peut grincer terriblement et s'effondre parfois. Comme vous pouvez le constater, le M57 présente également de sérieux problèmes, mais ce n'est pas le cas de tous les moteurs. Après le restylage, la série méritée M57 a été remplacée par des moteurs de la série N57 de la nouvelle famille modulaire. La E70 a été équipée de la première et de la deuxième génération de moteurs de cette gamme. La masse principale des moteurs est la première génération avec une puissance de 245 et 306 chevaux. Avec des injecteurs piézoélectriques et seulement sur le M50D, le moteur de deuxième génération était équipé d'injecteurs électromagnétiques et renforce mécaniquement. From the good news, the block crack very rarely, although it is also aluminum with liner. But the resource of timing has become less stable, it is difficult to count on at least 2 cents to them before replacement and it is
Not worth considering that the char eternal. Char are located on the flywheel side, for replacement and control it is necessary to remove the automatic transmission, well or the engine. Piezo injector are not bad on gasoline engines, but air resource is also limited, and there are several versions of injector. You have to be very careful after along de energization, injector can leak, so it's much easier to get a hydrostroke on a diesel. The problem with crankshaft liner is present, but it does not bother owners much. In general, terrible problem with the resource are not noticeable, but, perhaps, there is just too little data. Si vous avez besoin d'une grande voiture universelle d'une marque prestigieuse et que vous êtes prêt à l'entretenir, pourquoi pas? Mais il est plus logique d'acheter la nouvelle génération de X5. La différence de prix n'est pas si importante et les coûts d'exploitation peuvent être inférieurs. En général, pour les voitures de cette catégorie, le prix d'achat n'est qu'une mise de fonds pour participer au marathon de la vanité. Vous devez calculer vos forces financières. En général, le X5 est presque comme un yacht, si vous vous souciez des prix, vous ne pouvez pas vous l'offrir. De nombreux propriétaires ne seront certainement pas d'accord avec moi et continueront à restaurer les joints à rotule, à chercher des analogues bon marché et à se réjouir de la maniabilité et du prestige de leur BMW. En conclusion, le BMW X5 2E70 se distingue par sa suspension de qualité supérieure et ses performances impressionnantes, faisant de ce véhicule un choix prise pour les passionnés d'automobile. Avec un kilométrage raisonnable, il offre également l'espoir de trouver des pièces d'occasion fiables, permettant ainsi de prolonger sa durée de vie tout en préservant son caractère unique. Que vous soyez un amateur de conduite ou simplement à la recherche d'un SUV élégant et performant, le X5 70 mérite d'être considéré. N'hésitez pas à explorer les options disponibles et à vous lancer dans cette aventure automobile enrichissante.